Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Bonjour monsieur. Commémoration, l'anniversaire du traité de Rome ici au Parlement européen. Parlons un peu d'Europe pour Madame Tesson de France 2. Pour Madame Tesson de France 2, absolument. L'anniversaire du traité de Rome, Bruno Gollnisch, c'est quoi? C'est une festivité pour vous? Je ne sais pas si c'est un anniversaire ou si c'est un enterrement. On peut dire que des trois traités constitutifs de l'Union européenne, comme j'ai eu l'honneur de l'exprimer ce matin, il ne reste pas grand-chose. Il y avait, avant le traité de Rome, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, traité de Paris. Et le résultat, c'est qu'en France, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus d'acier. Il y avait le traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique. Depuis que l'Allemagne a renoncé au nucléaire, la coopération européenne dans ce domaine n'a plus de sens. Et il y a évidemment le fameux traité du marché commun et de la politique agricole commune qui devait garantir à nos agriculteurs des prix de leurs produits supérieurs aux cours mondiaux. Les 4/5 des exploitations agricoles françaises ont disparu et la situation de celles qui restent est parfois dramatique. Alors je ne crois pas qu'il y ait de quoi pavoiser, en dépit du discours de bonne conscience qui est quand même dominant dans cette Assemblée. Vous aviez noté par contre que M. Juncker, le président de la Commission, lui posait un certain nombre de questions intéressantes. Vous avez étonné ce matin. Oui, par mon indulgence envers M. Juncker. Je trouve que c'est un peu trop facile d'accabler la Commission, très sincèrement, alors que le Parlement est aussi coupable. La majorité de mes collègues ici sont ivres de leur pouvoir, se croient autorisés à donner au monde entier des leçons de morale et de principes juridiques qu'ils respectent très peu, comme on le verra dans l'affaire, par exemple, des assistants parlementaires. On en reparlera tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure. Et essaient démesurément d'augmenter leurs compétences. Par conséquent, on a beau jeu de dire que la Commission est un organe bureaucratique, non démocratique. Tout cela est vrai. Mais M. Juncker a au moins eu le mérite d'essayer d'entamer, ce qui ne s'était jamais fait jusqu'à présent, un effort de réflexion en décrivant 5 scénarios possibles pour le futur de l'Europe. Évidemment, il accommode chacune de ces descriptions à sa sauce. Mais l'examen de conscience est positif. Je ne dirais pas qu'il fait un examen de conscience. La démarche de réflexion. La démarche, au moins dans la mesure où il propose une pluralité d'avenir possibles, me paraît intéressante, même si, comme l'a très justement observé une collaboratrice de ce Parlement qui est l'un des meilleurs connaisseurs des questions européennes et dont je tairai le nom pour respecter son obligation de discrétion professionnelle, il reste dans le cadre des traités actuels qui sont obsolètes et par conséquent il ne peut pas proposer grand-chose de nouveau par rapport au système actuel. Monsieur Gollnisch, un commentaire sur la polémique actuelle entre les pays de l'Union européenne et la Turquie, notamment suite aux propos du président Erdogan. Oui, ces propos sont excessifs, c'est évident. Mais je crois d'abord que c'est révélateur, pour commencer, du danger qu'il y a, du péril qu'il y a, dont les responsables politiques européens portent la lourde charge d'avoir laissé des communautés étrangères se constituer en tant que telles sur nos territoires nationaux. Alors à partir du moment où ces communautés existent, non plus en tant qu'individus, en tant que personnes qui sont venues pour tenter de s'intégrer à un autre peuple, à notre civilisation, à nos mœurs, à nos lois, à nos coutumes, non, mais qui se reconnaissent en tant que communauté, qui veulent participer même sur notre territoire, à la vie politique de leur pays, alors, la Turquie, évidemment, est fort intéressée par cette diaspora turque, très importante en Allemagne. Des millions de personnes, je crois, en Allemagne aujourd'hui, l'Allemagne qui est déclinante sur le plan démographique, très importante ici, en France aussi, en Alsace. Bon, il est évident que quelles que soient les volontés individuelles, les dynamiques de groupe font que ces collectivités tendent à réclamer de vivre selon leurs droits, selon leurs lois. La prétention de tenir des réunions politiques étrangères sur notre territoire est tout à fait anormale. Je rappelle que dans ma jeunesse, les étrangers en France n'avaient pas le droit de se livrer à des activités politiques. Même s'ils étaient réfugiés, bon, ils pouvaient être très critiques à l'égard
de la politique de leur pays d'origine, mais ils ne devaient pas se livrer à des manifestations politiques. Les associations étrangères, avant de se constituer, étaient soumises à autorisation du ministère de l'Intérieur. Tout ceci a été supprimé, c'est le laxisme le plus total qui règne. Je crois qu'il faut en revenir à ces précautions. Juste une chose aussi, je crois que dans l'attitude, dans les propos excessifs de M. Erdogan, il y a beaucoup de frustration, parce qu'on a fait miroiter à la Turquie pendant des années, et encore maintenant, une adhésion possible. Alors là, à l'Union européenne. À l'Union européenne. Alors là, il y a un certain nombre de collègues de la majorité qui se rendent compte que quand même, après ce qu'a dit M. Erdogan, c'est plus possible. Il faudrait peut-être arrêter de lui donner des milliards qu'on lui donne, dans l'espoir qu'il contiendra les flux de migrants chez lui. Et on a fait miroiter ça. Mais comme personne ne voulait vraiment que la Turquie devienne membre et qu'on se retrouve ici avec une composante turque qui serait la nationalité la plus importante par l'effectif de parlementaires, mais aussi en nombre de voix au Conseil, en représentant à la Commission, personne ne le voulait réellement. Il y a une fantastique hypocrisie qui a constitué à multiplier les obstacles à l'adhésion de la Turquie, et toutes les fois que la Turquie parvenait à les surmonter, à en trouver de nouveaux. Moi, je crois que l'honnêteté consiste à dire à la Turquie, nous vous respectons, vous êtes un grand peuple, mais vous n'êtes pas une nation européenne. Tout est aussi parti quand même de la situation électorale, les élections législatives aux Pays-Bas. On rappelle quand même que la polémique a démarré à partir de l'interdiction sur le territoire hollandais de venue d'un ministre turc, Geert Wilders, qui est l'allié du Front National au Parlement européen. Le mouvement de M. Wilders, c'est quoi? C'était une opportunité électorale du Premier ministre hollandais? Je pense que les Pays-Bas sont tout à fait dans leur droit en refusant qu'une personnalité politique étrangère qui ne vient pas là dans son rôle diplomatique, qui vient pour animer un meeting politique auprès d'une communauté étrangère qui est tolérée, qui est accueillie sur le sol des Pays-Bas, mais qui ne devrait pas se livrer à des activités politiques. Le gouvernement des Pays-Bas est parfaitement dans son droit en estimant inopportune la venue de cette personnalité politique. Je ne vois pas en quoi ceci a à faire avec le fascisme, le nazisme ou je ne sais quel comportement autoritaire des Pays-Bas. Ce que je déplore en revanche, c'est que la même fermeté n'ait pas été manifestée par la France. Il y a quelque temps ici à Strasbourg, il y a eu un meeting politique en présence de personnalités politiques turques qui a rassemblé des milliers de personnes de la communauté turque. Je trouve que ce communautarisme est à terme, qu'il soit turc ou autre d'ailleurs, peut être extrêmement dangereux pour l'unité nationale. Diplomatie en revanche, on vous a vu écrire une lettre ouverte à l'ambassadeur de France au Japon, Monsieur Dana, qui marquait juste une précaution. Il expliquait qu'il ne souhaitait pas servir dans la France de Marine Le Pen et du Front National. Il est quand même du droit du citoyen Dana de s'exprimer sur la question. Alors, tout diplomate qu'il est. Alors du citoyen, oui, du diplomate, non. En tant que diplomate, il est tenu par son obligation de réserve. Il est absolument extravagant qu'un diplomate qui est en poste dans un pays étranger et qui doit par conséquent conserver une neutralité politique, même si on sait bien que M. Dana a été nommé par la faveur politique à ce poste. Mais vous allez attaquer son statut d'énarque, je le sens. Non, mais il se doit d'être parfaitement neutre et parfaitement correct et d'être au service de tous les parlementaires, de toutes les forces politiques dans son pays d'origine. Et là, évidemment, il prend part de façon outrancière et même outrageante, peu importe, en reprenant un certain nombre de poncifs que je m'abstiendrai de commenter, contre Marine Le Pen, donc contre une candidate régulière à l'élection présidentielle. Alors il peut faire ça comme citoyen, mais à ce moment-là, il doit démissionner. Et moi, je lui demande de ne pas attendre l'élection présidentielle, de ne pas attendre la victoire. Et de démissionner tout de suite. Il doit démissionner tout de suite, compte tenu des prises de position qu'il a prises, pour retrouver sa liberté en tant que citoyen. Et je pense qu'il ne manquera pas de personnel qualifié pour le remplacer, notamment, je crois que M. Dana est un énarque qui ne parle pas japonais. Alors il dit à quel point c'est une vocation pour lui que de représenter la France à l'étranger. Moi, je suis allé par curiosité sur son curriculum vitae. J'ai vu que dans toute sa carrière, à moins qu'il y ait des lacunes
dans les documents qu'il fait distribuer. Il est allé 2 fois à l'étranger. Une fois en début de carrière, il a été à Alger de 1984 à 86, et une fois comme consul général de Hong Kong de 96 à 98. Il disait d'ailleurs que Hong Kong était un point d'observation privilégié pour étudier le Japon, ce qui prouve qu'il a une connaissance quand même assez approximative de l'Extrême-Orient. Il y a des fonctionnaires du Quai d'Orsay qui sont recrutés sur des concours, notamment comprenant la connaissance de la langue et de la civilisation, dans lequel on trouvera des japonologues éminents qui sont tout à fait capables de remplacer M. Dana. J'observe une chose, c'est que ce manquement très grave à l'obligation de réserve est tellement incroyable qu'il a quand même été condamné par le gouvernement, du bout des lèvres. Hein, du bout des lèvres. Enfin, quand remis même, en place. Il faut le noter. Il a été condamné par l'actuel ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre Ayrault, et par M. Le Foll, le porte-parole du gouvernement. Moi, je leur demande de prendre acte de cette situation et de révoquer le mandat d'Européen immédiatement de M. Dana. Et pas seulement de M. Dana, parce qu'il y en a un qui s'est bruyamment solidarisé de monsieur Dana dans cette prise de position partisane, c'est l'ambassadeur de France à Washington. Voilà, un certain Gérard Haraud. Alors, M. Haraud s'était déjà distingué pour avoir publié un tweet lors de l'élection de Donald Trump, disant que c'était la fin d'un monde, etc. Bon, c'était absolument scandaleux qu'un diplomate en poste aux États-Unis prenne ainsi position quant aux résultats de la campagne présidentielle américaine. M. Haraud, d'ailleurs effrayé par sa propre audace, avait aussitôt, enfin peu de temps après, où il s'était peut-être fait taper sur les doigts, supprimé le tweet en question. Voilà maintenant qu'il récidive. Je pense que M. Haraud doit être débarqué dans les meilleurs délais. Et là aussi, on trouvera à le remplacer sans problème. Alors reparlons ici au Parlement européen de l'affaire des assistants parlementaires fictifs. Bruno Gollnisch, vous avez reçu le mois dernier France 2, qui a diffusé un reportage dans l'émission Complément d'enquête. Oui. Bruno Gollnisch, vous n'étiez pas satisfait, et vous l'avez noté, et vous l'avez dit, de ce reportage. Pourtant, France 2 était venu voir votre travail. Alors, ce reportage est totalement à charge. Et, il dit du bien de vous, quand même. Oui, il dit que je suis un bosseur, mais on voit quand même l'absence de déontologie, n'est-ce pas ? Lorsque cette télévision prend contact avec moi, elle prétend être intéressée par le rôle des députés européens au Parlement européen. Bon. Je cite d'ailleurs, j'ai conservé les messages. N'est-ce pas ? Nous faisons un reportage sur les députés FN au Parlement européen, entre parenthèses, activité, conviction, organisation. Tout un programme. Fin de citation, ce sont les mots de Madame Laure Polaise, voilà, de France 2. Et elle me dit, Strasbourg, la session de Strasbourg, la dernière, celle d'il y a de février, serait, je cite, un moment intéressant pour rendre compte de votre rôle. Bon, je ne suis pas totalement dupe des méthodes, il faut bien le dire, assez ignobles qu'utilisent un certain nombre de journalistes. Je crois qu'on en reparlera d'ailleurs. Au mépris sur d'autres reportages. Au mépris, oui, sans doute, sans aucun doute. Au mépris de la déontologie, en réalité, il est apparu assez rapidement que ce qui intéressait Mme Polaise et toute l'équipe de France 2 n'était absolument pas de rendre compte ni du rôle, ni des convictions, ni de l'organisation des députés Front National, mais seulement de réunir des éléments à charge sur ce dossier des prétendus emplois fictifs. Tout le reportage mériterait d'être contesté et le sera. Mais je vais en prendre simplement, si vous le permettez, parce que comme il a duré assez longtemps, 1 ou 2 exemples, n'est-ce pas ? On vous permet. Voilà. Prenez le temps. Merci. Alors, par exemple, on voit un député écologiste, l'ineffable M. Durand. M. Durand dit, mais comment peut-on prétendre que tel assistant n'a jamais badgé. N'a jamais badgé en entrant, puisqu'il entrait avec le député, regardez, et M. Durand montre toute une installation qui fait qu'effectivement, maintenant,
quand les assistants rentrent au Parlement, se avec leurs députés, par le parking. Par le parking, il y a un dispositif. Ce que M. Durand oublie, je vais être gentil de dire, c'est que ce système résulte d'aménagements qui datent à peine de quelques mois à Bruxelles. Et à Strasbourg, ici, ça date à peine de quelques heures. Autrement dit, à Strasbourg, on a instauré ce système, sans doute pour prouver qu'il n'est pas possible à un assistant de rentrer au Parlement sans être fiché. Fichage d'ailleurs, à mon avis, illégal, de surcroît. Mais on a instauré ça, mais on l'a instauré à Bruxelles quelques mois à peine avant l'émission en question et à Strasbourg juste après. Deuxième point, vous vouliez aborder donc M. Durand, premier point, et la deuxième partie de ce reportage. Restons avec M. Durand. M. Durand, par exemple, qui s'érige donc en censeur, appartient au groupe écolo, écologiste. Alors, moi j'ai constaté qu'une des personnalités proéminentes de ce groupe, mon collègue du groupe des écologistes. Du groupe écologiste des écologistes français, M. Yannick Jadot, qui était leur leader, leur candidat à la présidence, avant de se désister en faveur de M. Mélenchon. Hamon. Monsieur Hamon, pardon. Pas encore M. Mélenchon. Non, excusez-moi. Je finis par les confondre. Oui, pardon. Autant pour moi. Un assistant accrédité, monsieur que je ne connais pas, M. Alexis Brault. Alors, assistant accrédité, ça veut dire qu'il doit résider à Bruxelles. Voilà. Il est en même temps maire adjoint d'une commune de la Sarthe, à Lonne. Un maire adjoint, c'est une occupation à plein temps, pratiquement. Ou au moins à des passages réguliers dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, oui, jeudi. On est susceptible d'être... il faut participer au conseil municipal, à donc la direction France 2 de l'exécutif. Non, mais je dis ça. Maintenant, il est possible que M. Brault ne soit assistant qu'à mi-temps. Je ne sais pas, je n'ai pas poussé l'Inquisition jusqu'à les regarder dans son contrat. Pas plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes en soi pour les vôtres. Absolument. C'est ce que vous leur reprochez. Absolument, voilà. Alors, je dis qu'il faut se garder de jugements téméraires et surtout, comme dit l'adage latin, et comme M. Payon d'ailleurs récemment l'a appris à son détriment, odie mihi cras tibi. Aujourd'hui c'est mon tour, demain c'est le tien. C'est-à-dire que si nous sortons, nous, tous les dossiers d'assistants de nos collègues, on va s'apercevoir que les assistants parlementaires du Front National, ils travaillent et non seulement à leur fonction d'assistants, ils y consacrent peut-être beaucoup plus de temps que certains des assistants de nos collègues. Monsieur, pour continuer sur cette affaire d'assistant parlementaire, Monsieur Fillon a été mis en examen un peu plus tôt que prévu. Hier, ça a été annoncé hier. Oui, 24 heures avant, oui. Voilà, oui. avant ce qui était prévu. Alors, un mot là-dessus. Alors, là, le délai de 24 heures, c'est peut-être pour éviter la meute de journalistes, mais ça ne change rien au fond de l'affaire. Je ne suis pas un partisan de M. Fillon, je suis un adversaire politique. Il a été le vôtre. En principe, de M. Fillon, il a été le mien. Il ne s'est pas très bien conduit quand j'ai été persécuté, mais injustement, mais ça, c'est pas très grave. Mais je relève quand même une chose, même si le fond des deux affaires est tout à fait différent. Parce que ce qui est reproché à nos assistants parlementaires, c'est pas du tout d'avoir eu un emploi fictif, c'est d'avoir travaillé. On leur reproche à la limite d'avoir trop travaillé, c'est-à-dire d'avoir travaillé également aux relations de leurs députés avec le parti qui les a fait élire, ce que je considère, moi, comme tout à fait normal et tout à fait licite. Bon, tandis que dans le cas de M. Fillon, et je ne m'aventurerai pas pour dire si c'est vrai ou pas, ce qui est reproché, c'est que son assistant parlementaire et épouse n'aurait pas travaillé pour lui. Encore une fois, je ne reprends pas cela. Mais j'observe quand même que ce calendrier judiciaire est extrêmement suspect. Pourquoi ? Dans le cas de Fillon, il y a une accélération absolument stupéfiante. Dans le cas de Marine Le Pen, il y a un retard qui n'est pas moins étonnant. Mais l'accélération d'un côté, le retard de l'autre, concourent exactement au même but. C'est-à-dire que ces affaires sortent juste avant milieu de la campagne présidentielle, juste avant l'élection, de façon tout à fait évidente pour détruire la réputation de ces deux candidats. Ouais. Et dans le cas de Fillon, c'est très clair, puisque
le parquet préliminaire annonce à grand son de trompe qu'il ouvre une enquête alors qu'il n'y a pas de plainte. Il n'est pas saisi par le bureau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas de victime, il y a tout juste un article de presse, un article du Canard enchaîné, et ça justifie une enquête préliminaire, des perquisitions à l'Assemblée nationale au mépris de la séparation des pouvoirs. Alors le malheureux Fillon qui avait dit sur tous les toits, évidemment, que si il était mis en examen, il ne serait pas candidat, est bien embarrassé aujourd'hui parce qu'il découvre un petit peu comment le système fonctionne. Dans le cas de Marine Le Pen, c'est l'inverse. Cette affaire d'assistant parlementaire remonte à 3 ans. Les enquêtes, la conspiration, car c'en est une, a commencé pratiquement du jour où le Front National est apparu comme la première force politique française, ici dans cette enceinte de Parlement européen. Et quand il commence à y avoir une enquête préliminaire, des perquisitions, etc., Marine Le Pen écrit aux magistrats pour demander à être entendue. Et ceci lui est refusé. On a les lettres, on a les documents, on peut les produire. Il y a 18 mois de cela. Et à ce moment-là, elle prédit que l'affaire sortira au moment de l'élection présidentielle. Et c'est très exactement ce qui se passe. La ficelle est un peu grosse et j'estime personnellement qu'elle a eu tout à fait raison d'invoquer son immunité parlementaire. Alors il y a un mot là-dessus quand même encore. Il y a des gens qui disent l'immunité parlementaire, c'est abominable parce que ça met le député ou la députée au-dessus des lois, etc. Non, l'immunité parlementaire, elle est absolument indissociable de la démocratie. C'est la protection du député de la minorité contre les persécutions politico-judiciaire. C'est très exactement la même chose, par exemple, que le fait qu'un délégué syndical ne peut pas être licencié de son entreprise sans l'autorisation de l'inspection du travail. Pourquoi ? Parce que le délégué syndical, il a besoin d'être protégé. Et qu'évidemment, ce serait tentant, peut-être pour certains employeurs indélicats, que de débarquer celui qui apparaît comme un peu le leader des salariés dans l'entreprise. C'est exactement de même nature. Marine Le Pen a obtenu ses 500 parrainages et plus. Oui. Vous avez, vous, en tant que député européen, apporté votre paraphe Bien sûr. À sa candidature. Et Marine Le Pen a apporté la sienne à Henri Guénaud. Oui, parce que... Oui, mais je ne s'y attendait pas à celle-là. Non, mais c'est un geste extrêmement élégant. C'est un geste extrêmement élégant parce qu'elle veut par là manifester qu'elle est solidaire quand même dans la protestation contre le fait qu'un certain nombre de candidats réputés petits candidats, et qui ne sont peut-être pas petits ni par l'intelligence, ni par les positions qu'ils défendent, ni par le courant qu'ils représentent, sont extrêmement handicapés par ce système de parrainage qui, à chaque échéance, devient de plus en plus difficile. Le nombre de parrainages a augmenté. Maintenant, tous les parrainages sont publics. L'intercommunalité fait que beaucoup de maires hésitent à donner leur signature. Ce ne sont plus les candidats qui récupèrent les parrainages, mais il faut les envoyer directement au Conseil constitutionnel. Absolument, voilà, beaucoup d'obstacles ont été mis. Alors, elle a donné son parrainage à M. Guénaud. Moi, ce que je regrette personnellement, c'est que M. Guénaud veuille absolument candidater comme M. Asselineau, comme M. Dupont-Aignan. Alors il vous concurrence sur les idées. Écoutez, quand j'écoute M. Guénaud, je suis d'accord avec lui sur beaucoup de points. Sauf moi, je ne viens pas du gaullisme, là c'est clair, et je n'ai pas tellement évolué sur ce point. Mais je trouve qu'il dit sur l'Europe, il dit sur le programme de François Fillon, il dit sur l'austérité, il dit sur la nécessaire restauration de notre souveraineté, des choses assez justes. Ceci étant, je crois que Marine Le Pen a demandé aussi aux maires qui auraient encore des signatures à donner, de les donner à M. Poutou, qui lui est un candidat de gauche, et même d'une gauche tout à fait radicale. Mais nous sommes de vrais démocrates. Nous estimons que tous les courants doivent être représentés, et représentés également d'ailleurs à l'Assemblée nationale, parce que nous avons proposé l'instauration de la proportionnelle, dans la mesure où il coïncide avec un courant dans le peuple français. Merci de votre temps, à bientôt. Merci à vous.